Bonjour François Hollande. Bonjour. Plus de 210 désistements et donc une grosse centaine de triangulaires seulement sur les 311 qui étaient possibles au soir du premier tour. Vous-même, après être arrivé en tête, vous êtes dans une situation de triangulaire en Corrèze, on va y revenir. Est-ce que vous estimez que le risque d'une majorité absolue RN est écarté ? Non. Il a été, je dirais, minimisé, mais il n'est pas écarté. Heureusement qu'il y a eu ce barrage à l'extrême droite dont la gauche a été, je pense, à l'origine. S'il n'y avait pas eu la décision prise le soir même des candidats de gauche de se retirer lorsqu'ils n'avaient pas de possibilité de victoire et quand ils pouvaient, par leur maintien, favoriser celle de l'extrême droite, je pense qu'ils ont montré l'exemple. Et je pense qu'il faudra revenir sur ce qu'a été ce geste, ce réflexe, car il n'est pas évident, il est douloureux. Il y a eu plus d'hésitation dans le camp majoritaire, je ne parle même pas de la droite, mais voilà. Peut-être parce que c'est plus nouveau aussi. Le résultat est là, et au-delà des longueurs de ces processus, il y a peu de triangulaires, à peine une centaine, et donc les électeurs auront le choix. Ne laissons pas penser qu'ils n'auront pas le choix. Il y aura des duels, comme il en existe généralement dans toutes les élections. Le camp présidentiel distingue les insoumis fréquentables des insoumis infréquentables. Pour résumer, pour vous, c'est une erreur. Vous qui avez combattu la NUPES, qui avez combattu le fait de faire alliance avec les insoumis, aujourd'hui, vous trouvez qu'ils se trompent de stratégie ? Oui, parce qu'il peut y avoir des divergences. J'en ai avec les insoumis, même s'il y a l'union. Il peut y avoir même des personnalités qui posent un certain nombre de problèmes. Mais il n'y a pas de doute à avoir. L'extrême droite est une menace pour nos libertés, pour les droits fondamentaux, pour les droits des femmes, pour notre place en Europe. Donc le désistement, il doit être automatique. Si on commence à faire du cas par cas, eh bien on se perd. Et c'est ce qui d'ailleurs explique que ces 48 heures ont été douloureuses pour le camp présidentiel. Mais vous entendez les critiques d'une alliance qui irait de Mélenchon au LR modéré et qui n'aurait pas de sens. Ça, c'est autre chose. Là, je parle uniquement des désistements. Je ne parle pas du tout de formule gouvernementale. Il n'y a pas de confusion. Il ne s'agit pas de dire on adhère à tel ou tel programme. Il y a un barrage. Vous savez, pour des candidats du nouveau Front Populaire se désister pour Madame Borne qui a fait la loi sur les retraites, pour Monsieur Darmanin qui a fait la loi sur l'immigration, pour Monsieur Wauquiez qui n'est pas spécialement un tenant des positions les plus progressistes. Ben voilà, il n'y a pas eu de discussion, ça a été mécanique, automatique, et je pense que ça a été républicain. François Hollande, vous dites que le risque d'une majorité absolue pour le Rassemblement national n'est pas écarté. Est-ce que vous pensez que le nouveau Front populaire peut avoir la majorité ? Il peut faire le meilleur résultat possible, il peut avoir une majorité peut-être relative, ça me paraît, compte tenu de ce qu'on sait des résultats, très difficile d'être majoritaire de manière absolue. Ça, je pense qu'il y a aujourd'hui la probabilité la plus grande qu'une majorité relative soit ou celle du Rassemblement national ou celle de la gauche. Et dans ce cas, quel profil devrait être Premier ministre si c'était la gauche qui avait la majorité relative ? Alors, nous sommes encore à quelques jours du scrutin. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas acceptable pour les électrices et les électeurs, c'est qu'on puisse déjà formuler des hypothèses. Se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est légitime de poser la question de savoir qui pourrait être Premier ministre ou qui pourrait gouverner le pays. Mais dans cet instant, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'écarter l'extrême droite de la perspective de son accession au pouvoir. Mais vous voyez bien que pour des électeurs, ça peut être important de savoir vers quel type de gouvernement ça aide à se diriger. Si c'est un insoumis Premier ministre, c'est pas la même chose qu'Olivier Faure, le patron du PS. On va revenir sur après ce qui peut se produire. Là, l'objectif, c'est d'écarter l'extrême droite, qui est là quand même, qui est aux portes et qui se déclare comme étant déjà à Matignon, si on entend... Mais vous entendez bien justement que le RN dit, avec nous au moins c'est clair. Voilà, oui, Jordan Bardella. Le Rassemblement national est là, il doit être écarté. Ensuite, s'il l'est, il y a une responsabilité. Il faudra qu'il y ait un gouvernement. Le pays ne peut pas être laissé dans la vacance de son pouvoir. Je vais donc rappeler, compte tenu des place que j'ai pu occuper dans les institutions, notamment de chef de l'État, quelle est la règle ? La règle, c'est que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il aura sans doute à faire des consultations, à voir qui et avec quel soutien majoritaire il peut, ce Premier ministre, ou elle peut agir. La deuxième condition
pour qu'il y ait un gouvernement, c'est qu'il faut que l'Assemblée nationale nouvelle puisse adopter le programme, ou en tout cas ne pas renverser le gouvernement ou le Premier ministre qui serait ainsi présenté. Donc ça suppose qu'il y aura, au lendemain du scrutin, des consultations, du travail, et ce que je peux ici garantir, c'est que, bon, en tout cas pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne la gauche, c'est qu'il y aura le sens des responsabilités. Parce qu'il y a trop de souffrances, il y a trop de difficultés, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ont voté de multiples façons, mais qui attendent que des décisions soient prises, notamment sur le pouvoir d'achat, notamment sur les questions de travail, notamment sur les questions aussi de vie en commun, d'école et de services publics. Est-ce que vous seriez le Premier ministre idoine ou vous l'écartez totalement ? Si je commence déjà, alors que je ne suis même pas élu député, que j'ai fait ce choix de m'engager pour rien d'autre que de vouloir écarter la perspective d'une extrême droite au pouvoir en France, si je commençais à évoquer ma place, mon rôle, ce que je pourrais faire, alors même que je ne suis même pas élu, je trouve qu'il y aurait de l'indécence. On entre, a priori, dans le scénario que vous décrivez, d'une majorité relative qui serait, et d'une chambre ingouvernable en quelque sorte, dans une logique complètement nouvelle des institutions sous la Ve République, celle de la grande coalition. Déjà, on était en 2022 dans une situation inédite, puisqu'il n'y avait pas de majorité absolue pour le gouvernement. Mais il n'y avait pas à proprement parler de coalition sur un programme de gouvernement. Est-ce que vous êtes pour une coalition ? En tout cas, il n'y avait pas de contre-coalition possible. Là, il va y avoir des élections législatives qui vont donner leur verdict, il va y avoir une assemblée. Eh bien, il va falloir travailler avec ceux et celles qui représentent le peuple et donc cette assemblée. Mais concrètement, ça veut dire, en termes de méthode, un contrat de gouvernement ? Je pense que de toute façon, enfin là, je vous donne mon opinion à la fois personnelle et mon sens des institutions. Quand on sommes dans cette situation où il n'y a pas de majorité, comme ça existe d'ailleurs dans beaucoup de pays voisins, en Allemagne, en Italie, en Espagne, il n'y a pas un parti qui domine. Donc il y a des coalitions. Il ne peut pas y avoir d'autre fondement que le contrat de législature, ou le contrat du temps de la législature. On sait très bien qu'il y a une élection présidentielle dans 3 ans. Tout ça doit être nécessairement écrit pour être proposé aux Français si l'on devait aller dans cette direction. François Hollande, on vous retrouve dans 1 minute, il est 8h40, on laisse passer le fil info avec Mathilde Romagnan. Aux États-Unis, pour la première fois, des élus démocrates s'interrogent publiquement sur l'état de santé de Joe Biden, lui demandant de se retirer. L'actuel président candidat à sa réélection s'explique. Son débat raté face à Trump est dû à la fatigue après de nombreux déplacements à l'étranger. Emmanuel Macron appelle le Premier ministre israélien à ne pas mener de nouvelles opérations militaires dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a donné l'ordre d'évacuer aux habitants près de Khan Younes et de Rafah. Cela concerne 250 000 personnes selon l'ONU. La garde à vue du cinéaste Benoît Jacquot est toujours en cours ce matin à la brigade de protection des mineurs de Paris. Jacques Doyon, lui, a été libéré sans poursuite. Les 2 réalisateurs sont accusés d'agression sexuelle et de viol par plusieurs actrices françaises, dont Judith Godrèche. Tadej Pogačar a repris le maillot jaune sur le Tour de France après l'étape d'hier dans le col du Galibier. Pour la 5e étape cet après-midi, les coureurs partiront de Saint-Jean-de-Maurienne pour aller à Saint-Vulbas dans l'Ain. France Info. Le 8h30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Toujours avec l'ancien président de la République, François Hollande. On parlait à l'instant d'une assemblée qui pourrait être ingouvernable sans majorité claire. Gabriel Attal a appelé à la composition d'une assemblée plurielle, c'est-à-dire avec les différents partis politiques pour composer une coalition. Est-ce que vous êtes prêt à saisir cette main tendue ou en tout cas à vous associer à ce projet ? Qu'est-ce qui a été rejeté au cours de cette élection, au cours de ce scrutin ? C'est la politique telle qu'elle se pratique depuis 7 ans. C'est-à-dire une politique lointaine, une politique distante, une politique qui est faite de combinaisons ou de supposés dépassements. Je crois que là, en ce moment, nous avons tous besoin d'avoir de stabilité, de cohérence, mais de clarté. Donc, la meilleure des façons de procéder, c'est d'aller vers le scrutin, d'aller donc dimanche, faire en sorte que, pour ce qui me concerne, il y ait le plus possible de députés de gauche, de nouveaux Front populaire, et puis ensuite
selon la composition de l'Assemblée, il y aura forcément des choix à faire. Vous dites attention aux combines ? Oui, parce que là, tout ce qui est proposé avant un scrutin est une forme de combinaison, de laisser penser que finalement ce n'est pas grave de voter puisqu'il y aura toujours un arrangement. Non, ce qui est important de voter, on l'a dit, c'est pour écarter l'extrême droite et pour faire, pour ce qui me concerne, qu'il y ait le plus possible de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Une fois qu'il y aura ce constat de la réalité politique de notre pays lundi, eh bien, ça doit être sur les propositions que les discussions portent, pas sur les places de tel ou tel, ça c'est secondaire, ça viendra. C'est sur les propositions. Qu'est-ce que le pays doit engager pendant un an, puisqu'on sait que il peut y avoir une nouvelle dissolution dans un an. Qu'est-ce qu'il peut faire d'ici 3 ans, puisqu'on sait qu'il y a une élection présidentielle dans 3 ans. Il faudrait établir un programme tous ensemble autour de la table ? Pas tous ensemble. Ça sera le groupe qui a le plus de députés, qui si ce n'est pas le Front National, et ça ne doit pas être le Front National, ou le Rassemblement National, ce qui est pareil, ce sera le groupe qui aura le plus de députés qui doit dire quelles sont ses propositions. Peut-être le nouveau Front Populaire. Mais les électeurs qui ont voté quand même majoritairement pour des partis de droite, ils ne pourraient pas se dire, mais on nous a un peu volé l'élection, vous mettez ensemble, vous faites une combine, comme vous dites, et vous faites un programme sans nous ? Mais qui se met ensemble ? Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de dire quelles sont les propositions que le groupe qui est le plus important considère comme essentielles. J'en ai évoqué quelques-unes. Le problème majeur de cette élection, tel que les électeurs l'ont révélé, c'est le sujet du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat des salaires, pas simplement du SMIC, mais du SMIC aussi, pouvoir d'achat des retraites, pouvoir d'achat de tous ceux qui sont dans très grandes difficultés. Le second sujet, c'est la question des services publics et notamment de l'accès aux soins, puisqu'il y a des déserts médicaux et ça explique pour partie le vote qui s'est exprimé dans les départements ruraux. Qu'est-ce qui est nécessaire aussi ? Je n'oublie pas la politique étrangère. Est-ce que nous continuons à aider l'Ukraine ou pas ? Et dans quelles conditions ? Je n'oublie pas la politique européenne, puisqu'il va y avoir de nouvelles institutions européennes, enfin de nouveaux représentants de ces institutions. Donc il y a plein de sujets, y compris des sujets de cohésion nationale, et je n'oublie pas l'école. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut abroger ? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus. Alors précisément, et on a vu déjà que le gouvernement la réforme des retraites, par exemple, c'est un préalable. Certains en font un préalable. Oui, je pense qu'elle doit être, si il y avait un contrat à poser, elle doit être suspendue. Il n'est pas possible de continuer à partir d'une réforme qui a connu autant de contestations et qui a été adaptée avec le 49.3. Donc là, il y a on se place lundi prochain dans une discussion. C'est la gauche qui a la main si elle a la majorité relative. Et vous dites aux macronistes d'accord pour un gouvernement, mais à condition de renoncer à cette réforme. Je ne pose aucune condition. Les électeurs, c'est eux qui vont poser les conditions. Si les électrices et les électeurs choisissent d'envoyer des députés de ce qu'on appelle la majorité sortante, ça sera la majorité sortante qui aura à ce moment-là l'initiative. Si ce sont les électrices et les électeurs qui veulent que ce soit la gauche, eh bien ce sera la gauche qui aura l'initiative. François Hollande, c'est 58 milliards. Ils ne sont pas dans une position telle qu'avec 30 ou 40 députés qu'ils pourront poser eux-mêmes des exigences, mais il faut entendre ce qu'ils auront à dire, et l'extrême droite sera cantonnée. C'est 58 milliards selon l'Institut Montaigne, l'abrogation de la réforme des retraites que propose le nouveau Front Populaire. L'ancien président du pacte de compétitivité, vous êtes en accord avec ça ? J'ai parlé de la suspension de la réforme telle qu'elle a été adoptée. Non, j'ai dit abrogation, oui. Et la suspension, elle ne s'applique pas. Et on revient à la loi que j'ai moi-même, avec Marisol Touraine, fait voter, Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre, fait voter lorsque j'étais président de la République en 2013. Donc vous n'êtes pas sur la ligne des insoumis. Et avec les carrières longues, la pénibilité et le départ à 62 ans. Sur la question de la coalition toujours, parce que Agathe posait la question de la représentativité, du fait qu'aujourd'hui, une majorité de Français a voté à droite dimanche dernier. Est-ce que toute cette logique de coalition, elle ne serait pas plus simple avec une chambre, et plus légitime en quelque sorte, avec une chambre élue à la proportionnelle ? Je le crois. Je pense, j'étais longtemps très réservé parce que je craignais que l'introduction d'un scrutin proportionnel puisse précisément rendre les assemblées ingouvernables. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est la vie politique française, de son fractionnement, de la dureté, on l'a bien vu, pour faire des désistements, de la frustration que ça peut
aussi induire la représentation proportionnelle qui existe dans tous les pays européens, que cette représentation proportionnelle puisse être maintenant la loi commune. Ce qui permettrait, vous dites à la droite, au centre, et à la gauche et à l'extrême droite, d'avoir une représentation qui soit conforme à ce que les électeurs souhaitent. Ça veut dire qu'il faut que les questions institutionnelles soient aussi inscrites dans le programme de ça peut l'être dans ce contrat que j'indiquais, parce qu'on sait bien qu'il y a un problème démocratique dans notre pays, et on l'a encore vu à l'occasion de ces élections. C'est-à-dire, paradoxalement, nous avons eu une participation très élevée au scrutin, et il va y avoir beaucoup de difficultés à faire comprendre aux Français pourquoi leur vote n'a pas pesé autant qu'il aurait dû. Sans aller jusqu'à une assemblée constituante, comme le réclame par exemple la France Insoumise ? Non, là, il y a une assemblée, elle peut, sur ce mode de scrutin, c'est une loi ordinaire qui peut intervenir, et puis il y a d'autres éléments. Non, mais ma question, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments du régime de la Ve République qu'il faudrait réformer, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes ? Ça viendra au moment de l'élection présidentielle. Réviser la Constitution suppose soit un référendum, c'est pas un Parlement qui en dispose, et soit d'avoir une majorité très large pour un congrès, c'est une majorité des 3/5, nous n'en sommes pas du tout là. Donc vaut mieux faire des réformes qui puissent s'appliquer immédiatement, qui puissent améliorer le fonctionnement de notre démocratie. C'était d'ailleurs exactement la même chose pour la décentralisation. Je pense qu'il doit être nécessaire, compte tenu de ce qu'on sait, de ce que les élus locaux ont comme contraintes, comme difficultés, comme absence de ressources et comme compétences qui ne sont pas forcément attribuées comme il faudrait. Oui, il peut y avoir aussi une loi de décentralisation. J'ajoute un autre élément, la loi sur la fin de vie qui devait être adoptée, elle peut l'être dans les prochains mois si l'Assemblée nationale le décide. Vous pensez que les socialistes pourront faire entendre leur voix au sein de ce nouveau Front populaire qui semble pencher plutôt en faveur des insoumis ? Non, je pense que l'union qui s'est faite a permis précisément de rééquilibrer la gauche. Et c'est pour ça que je me suis aussi engagé. Parce qu'il était nécessaire que la gauche puisse avoir ses sensibilités. La gauche radicale fait partie de celle-là. Et un parti socialiste plus fort. C'est le parti socialiste qui va sortir sans doute renforcé du scrutin. Et donc ça va être utile à toute la gauche. Vous pensez qu'il y aura plus de députés socialistes que de députés insoumis ? Je ne peux pas ici anticiper, mais je pense qu'au vu des résultats, il peut y avoir un groupe socialiste qui soit le double de celui qu'il était jusqu'à présent. 9h-10 sur France Info. François Hollande, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le fil info. Mathilde Romagnan. Au moins 7 personnes sont mortes aux Antilles après le passage de l'ouragan Beryl. Il baisse en intensité, rétrogradé hier après-midi en catégorie 4, mais il reste extrêmement dangereux. L'ouragan atteindra la Jamaïque en fin de journée. Les bouchons détachables sur les bouteilles ou les briques jetables, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, elles doivent avoir un bouchon attaché, c'est obligatoire. Une directive européenne censée limiter la pollution plastique et empêcher ces bouchons de se retrouver dans la nature. En Tunisie, une élection présidentielle sera organisée le 6 octobre. Annonce hier soir du chef de l'État, Kais Saied. Élu en 2019, il s'est octroyé les pleins pouvoirs en 2021. Ses principaux opposants sont en prison. Kais Saied n'a pas dit s'il allait se représenter. Le tennis, 3 Français se sont qualifiés hier pour le 2e tour du tournoi de Wimbledon. Caroline Garcia, Arthur Fils et la surprise Giovanni Mpetshi Piricard qui est 58e mondial. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Toujours avec l'ancien président de la République, François Hollande. Marine Le Pen soupçonne le président de vouloir profiter du dernier Conseil des ministres aujourd'hui pour procéder à des nominations à des postes stratégiques. Elle parle de coup d'État administratif. Elle évoque certaines fonctions, notamment le directeur général de la police nationale. L'Élysée dément. Dit que Marine Le Pen panique. Est-ce que ce serait légitime de la part du chef de l'État d'accélérer ces nominations avant une potentielle arrivée au pouvoir ? Il y a des nominations à faire. J'imagine qu'il y a des postes qui doivent être libérés, donc remplacés pour leurs titulaires. Donc que le président de la République, dans un conseil des ministres, nomme un certain nombre de responsables ne me heurte pas du tout. Mais ce qui est induit dans ce que évoque Marine Le Pen, c'est ce que pourrait être une future cohabitation. Une cohabitation tendue. Car, il faut bien le dire, si l'extrême droite a la majorité à l'Assemblée nationale, ce que j'ai voulu conjurer, eh bien, le président de la République n'aura pas d'autre choix, d'autre possibilité que d'appeler Jordan Bardella ou Madame Le Pen à Matignon.
il a de ce point de vue une forme d'obligation, ce qu'on appelle une compétence qui lui est liée, c'est-à-dire il ne peut pas écarter le fait que le parti majoritaire doit gouverner le pays. C'est pour ça que l'enjeu est quand même d'importance. Si nous sommes dans une cohabitation, nous en connaissons les règles, même si celles-là vont être sans doute moins respectées que par le passé. Je vais prendre un exemple. Lorsque Madame Le Pen a considéré que chef des armées dans la Constitution, c'était une position honorifique. Non, rien n'est plus faux. J'ai été chef de l'État, chef des armées, et j'ai pu prendre des décisions importantes pour notre pays, sur le plan militaire, sans avoir à en référer au gouvernement, au Parlement. Oui, au bout d'un certain moment, il est nécessaire de retourner devant le Parlement. Mais si j'ai pu intervenir au Mali, par exemple, si j'ai pu lutter contre Daesh, l'État islamique en Syrie et en Irak, j'ai pu le faire en envoyant des forces armées, parce que c'était ma responsabilité. Donc quand Madame Le Pen, qui se voit déjà à Matignon, par délégation avec M. Bardella, veut contraindre le président de la République et veut considérer que la politique de défense redeviendrait celle du gouvernement, là, je m'inscris en faux dans le rapport avec les institutions. Est-ce que le président tiendra? Est-ce que le risque, c'est pas un président totalement affaibli et sous pression? Marine Le Pen évoque déjà la démission du président de la République, alors que Jordan Bardella n'est même pas encore à Matignon. Oui, la faiblesse du président de la République est grande. Il a provoqué une dissolution, et il va avoir un groupe qui était hier majoritaire, réduit à peine, si l'on en croit les institutions de sondage, 100 députés. Donc sa responsabilité est lourde parce qu'il a commis un acte, dissoudre l'Assemblée nationale, à un moment qui était tout sauf celui qui était justifié par les circonstances, les Jeux Olympiques, la guerre en Ukraine, et il l'a fait en plus de manière unilatérale, sans aucune consultation. Il ne m'a toujours pas consulté depuis. Mais il ne m'a toujours pas consulté, mais qu'importe. Mais il est le chef de l'État. Et moi, je suis un ancien président de la République qui doit respecter toujours et faire respecter les institutions. Donc, quel que soit le jugement que nous devons porter, et que je porte moi-même sur Emmanuel Macron comme président de la République, je ferai tout pour que ses prérogatives, pour que ses droits de président de la République, ses devoirs de président de la République soient respectés. Mais c'est quoi être président dans ces conditions ? Nous avons connu plusieurs cohabitations. Dans la cohabitation, c'est le gouvernement qui dirige le pays, et notamment sur la politique intérieure, d'où le danger que représente l'extrême droite, qui fait voter au Parlement des lois qui peuvent concerner les droits sociaux, les libertés publiques, mais aussi la fiscalité. On voit bien que maintenant, le Rassemblement national est très lié au plus puissant du patronat. On sait par qui sont soutenus les candidats du Rassemblement national. Mais ma question ne portait pas que dans le domaine de la cohabitation. Dans le domaine de la politique étrangère, il y a toujours une consultation qui est faite de la part du président auprès du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères, mais il prend les décisions parce que c'est son rôle dans la Constitution. Et je l'ai dit, en matière de défense, même si le ministre de la Défense a bien sûr un certain nombre de compétences, c'est le président de la République qui engage des forces. Mais je rappelle quand même que dans nos institutions, c'est le président de la République, c'est une prérogative qui est exceptionnelle, qui non seulement est le chef des armées, mais dispose de la force de dissuasion. Ne l'oublions pas. Vous parliez du moment de cette dissolution qui était mal choisie. François Bayrou, qui était ici hier, le patron du MoDem, qui fait partie de la majorité du président, expliquait que cette dissolution avait permis de crever l'abcès et que c'était pas la dissolution qui avait créé cet état de l'opinion, mais que c'était l'état de l'opinion qui avait créé la dissolution. Ouais, il se trompe, François Bayrou ? Emmanuel Macron se trompe aussi en faisant cette analyse ? Je ne sais pas ce qui a été crevé, mais c'est pas l'abcès. Je peux vous dire que c'est la roue du gouvernement qui a été crevée et l'ensemble du véhicule majoritaire. Non, je pense qu'il peut y avoir un retour vers le peuple. Ça me paraissait peut-être déjà inscrit, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de majorité déjà en 2022. Mais ça se prépare. C'est-à-dire que ce qui a été, à mon avis, rude pour la démocratie précisément, c'est que tous les partis ont été mis devant le fait accompli. D'où les unions qui ont été faites dans l'urgence, les barrages qui se sont heureusement quand même installés pour éviter l'extrême droite. Et le seul parti qui était demandeur de la dissolution, le seul, c'était l'extrême droite. Et c'est à ce parti-là que Emmanuel Macron a concédé la dissolution. Mais vous qui le connaissez bien, est-ce que vous avez une hypothèse sur la raison pour laquelle il a pris cette décision à ce moment-là ? Non, je n'ai aucune hypothèse, et je ne suis pas dans la psychologie, et je n'ai pas de relation avec le président de la République. Ce que je pense, c'est qu'il y a un moment,
tout président que l'on est, et je l'ai été, on ne peut pas décider seul. On doit s'entourer de conseils. Et ce qui m'a paru là aussi très troublant, c'est qu'un entourage ait pu presque mettre la main sur la... ou en tout cas prenne tutelle sur le... Tutelle. Oui, c'est ce qui s'est produit. Si on en croit ceux qui ont conseillé cette dissolution. C'est-à-dire un tout petit entourage fait de gens dont je ne connais même pas la légitimité, qui ont pesé sur la décision du président de la République. C'est grave. Et c'est pour ça que nos institutions doivent changer. Le président de la République, s'il n'a pas la maîtrise... J'avais parlé de président normal, beaucoup avaient souri. Un président normal, c'est celui qui consulte, qui écoute, qui comprend et qui connaît le peuple français. Vous savez, ce qui est très important, et je le vis encore puisque je suis candidat, c'est vrai que c'est paradoxal d'avoir été président de la République et être candidat. Rencontrer les Français, écouter, voir ce qu'ils vivent, comprendre leurs souffrances, c'est la première condition pour diriger le pays. Merci François Hollande d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin.